Bienvenue dans cette série d'épisodes intitulée La Bulpéda. Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet fondamental, l'aménagement de l'espace en crèche. Pourquoi ce sujet est-il si important ? Parce que penser l'environnement de l'enfant, c'est bien plus qu'une simple question d'organisation matérielle finalement. C'est lui offrir un cadre structuré et accueillant, répondant à ses besoins fondamentaux, qui sont explorer, jouer, se socialiser, et ça en toute sécurité. Un environnement bien préparé devient un véritable levier pour l'épanouissement de l'enfant et un soutien précieux pour les professionnels qui l'accompagnent. Dans cet épisode, nous allons explorer ensemble 4 principes clés pour créer un environnement en crèche qui soit structuré, sécurisant et stimulant. Commençons par le premier pilier, un environnement clair et structuré. Les enfants ont besoin de repères pour se sentir en sécurité. Un espace bien délimité et organisé leur permet de comprendre leur environnement, d'anticiper ce qui va se passer et de mieux interagir avec ce qui les entoure. Voici quelques clés pour y parvenir. Premièrement, ce qui est important, c'est de planifier les zones clés de l'espace. Pensez aux besoins de l'enfant avec une zone de motricité, un coin de jeu symbolique, un espace calme, un espace manipulation, un espace spécialement dédié pour les tout-petits et bien d'autres espaces que vous avez en tête par rapport à votre organisation du quotidien. Utilisez des marquages visuels. Ça peut être des marquages au sol, l'identification des coins par des photos, des illustrations. Tout ça va contribuer à aider les enfants à comprendre où ils se trouvent dans les différents espaces. Maintenez un espace ordonné. La pollution visuelle, c'est-à-dire l'excès d'objets ou de désordre, peut être très perturbante pour les jeunes enfants. Un environnement dégagé va les aider à se concentrer, à avoir une attention plus précise, plus focalisée à ce qu'ils font. Enfin, adapter la taille des espaces à la présence des adultes. Ça, c'est un outil, enfin en tout cas une astuce que je donne bien souvent et qui va pourtant pas souvent dans le sens de notre organisation au quotidien. Au fur et à mesure de la journée, on a plus ou moins d'enfants et aussi plus ou moins de professionnels. Par contre, l'espace souvent reste le même. Là, ça consiste peut-être à redéfinir notre organisation en ouvrant progressivement les espaces au fur et à mesure des arrivées des adultes et de les réduire au fur et à mesure des départs. Ce qui va nous permettre, on le verra un peu plus tard, d'avoir suffisamment d'adultes pour balayer, je dirais, visuellement, ou en tout cas d'une présence physique, l'ensemble de l'espace occupé par les enfants. Un espace clair et structuré est donc la base pour offrir un cadre sécurisant aussi bien pour les adultes que pour les enfants. Deuxième point essentiel, des jeux adaptés et accessibles. Pourquoi ? Parce que les jeux ne sont pas des simples distractions, mais des outils de découverte, de développement et de socialisation. Ce qui est important, on va le voir, c'est de proposer des jeux en conscience, en comprenant, en saisissant quel est l'apport, je dirais, ou en tout cas, que va permettre ce jeu-là aux enfants, au groupe d'enfants accueillis. Ce qui est important aussi, c'est de proposer donc des jeux entiers, j'allais dire des jeux en bonne santé, des livres entiers également, qui va permettre en tout cas à l'enfant de découvrir un jeu en intégralité et pas des morceaux de jeu comme on peut retrouver parfois avec des jeux incomplets. Voici quelques principes à retenir pour ce point. Proposer des jeux variés et sensoriels. Sensoriels, donc qui vont être en lien avec la vue, le toucher, l'ouïe. En tout cas, de pouvoir lui permettre de découvrir ce qui l'entoure grâce à tous ses sens. Comptez sur lui pour le découvrir aussi par le goût. Les jeux doivent être adaptés aux différents stades de développement de l'enfant et favoriser l'exploration. Deuxième point, rendez les jeux accessibles. Quand j'ai dit ça, j'ai pas dit qu'il est question de tout mettre en accès libre toute la journée, parce que parfois on se met des pièges. Mais par contre,
il est important d'identifier que ce qui est visible de l'enfant doit être accessible pour lui. Sinon, à mon sens, ça créerait des frustrations inutiles, en tout cas évitables. Organiser les jeux à hauteur différente pour que tous les enfants puissent s'en saisir librement selon leur âge et leur capacité. Troisième point, miser sur les portions individuelles et j'insiste vraiment sur ce point. Pour moi, c'est un point crucial qui est souvent négligé. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, la collectivité ne doit pas imposer une forme de collectivisme là, avec un partage systématique. Ce qu'on sait, c'est que les jeunes enfants, surtout à cet âge, n'ont pas la possibilité, ou en tout cas la maturité de partager. On voudrait tellement qu'ils puissent le faire. Ils sont dans leur phase très égocentrée. Ils ont besoin de s'approprier des jeux. Ils ont besoin de cette phase du mon, mien, je, moi. Et c'est important de le respecter. Plus on va respecter cette phase, et plus ils vont être capables au fur et à mesure de s'ouvrir, de jouer avec et de partager. En privilégiant des propositions individualisées dans des panières, sur des étagères, avec des propositions faites uniquement pour un enfant, on va leur permettre, ça va leur permettre en tout cas d'encourager leur autonomie, tout en limitant les conflits liés au partage forcé. Bien souvent, je vois dans des structures des grandes panières de Lego avec des cinquantaines de Lego ou alors des montagnes de Lego. Et ce qu'on peut voir à ce moment-là, c'est que quand les enfants sont intéressés par cette proposition, on va rester sur le Lego, ils vont mettre beaucoup, beaucoup de leur énergie pour délimiter ce qui leur appartient. C'est mon, c'est moi, c'est mes Lego, c'est moi, c'est mes Lego. Donc ça peut faire déjà des débuts de conflit avant même que l'enfant ait pu utiliser le Lego. C'est très dommage parce que ce qu'on voudrait finalement, c'est qu'il soit complètement sécurisé et relâché sur cette partie de ce qui m'appartient, pour qu'il puisse poser son attention sur ce matériel et sur cette proposition. Je ne pense pas que, en tout cas, on peut retrouver, des traces dans les recherches que l'enfant ne va pas, développer, sa volonté de partage, heu, quand on lui a forcé très jeune à partager. C'est pas lié de cette manière-là. Pour conclure cette partie, c'est en offrant des jeux adaptés, bien organisés et accessibles que nous permettons aux enfants de développer leur curiosité et leur confiance, tout en préservant la sérénité du groupe d'enfants et de professionnels. Troisième principe, favoriser l'autonomie et la sécurité affective. L'autonomie des enfants se construit en leur permettant d'agir librement dans un environnement adapté. Et pour ceci, voici quelques pistes. Premièrement, utiliser un mobilier adapté. Donc, on l'a déjà dit un peu plus haut, mais des meubles à leur taille qui va leur permettre de choisir leur activité et de s'approprier eux-mêmes l'espace sans avoir besoin absolument d'un adulte en intermédiaire. Deuxièmement, créer des espaces qui invitent à jouer, qui donnent envie de jouer. Disposer les jeux de manière attrayante. Une dinette déjà installée, une poupée, un poupon déjà habillé, des jeux en action, comme je dirais. La beauté, la mise en scène des lieux donne envie de jouer. Et ça nous questionne aussi sur notre façon de réaménager l'espace tout au long de la journée. On en reparlera tout à l'heure. Troisièmement, adapter l'aménagement et l'évolution du groupe. L'environnement n'est jamais vraiment figé. Il doit évoluer en fonction des besoins de l'enfant pour rester pertinent et stimulant. Alors effectivement, on ne va pas changer d'aménagement tous les 4 matins, mais par contre, on peut s'accorder en équipe pour pouvoir faire évoluer l'aménagement au fur et à mesure des besoins, des compétences du groupe d'enfants accueillis. Ce qui est important aussi par rapport à l'autonomie, on en reparlera dans d'autres modules plus tard, mais c'est le fait d'accompagner l'enfant au rangement. Comme je dis souvent, c'est lui permettre de fermer la boucle. Ça, c'est très important. L'enfant, quand il est sur un jeu, il pose son attention probablement focalisée sur le jeu. Ça va durer quelques secondes, quelques petites minutes. Et après, il va passer à un autre jeu. Je pense que ce qui est important et qui est surtout à ne pas négliger, c'est de lui permettre de remettre le jeu là où il l'a trouvé. Ça peut nous paraître à nous, adultes, parfois un peu dur, mais il n'est pas question de l'amener comme quelque chose de l'ordre d'une punition.
un peu sur le ton de «range ta chambre», mais plutôt de lui permettre de se structurer également et de limiter cet élan de consommation. Ce que j'observe beaucoup trop, ce sont des enfants et aussi en lien avec leur, situation de stress interne, qui sont dans une espèce de consommation, de je prends, je pousse, j'attrape, je jette, je regarde, je pose. Là, l'idée, c'est de leur permettre, avec le temps, à leur mesure, déjà d'acquérir une certaine structure dans leur façon de poser leur attention sur les choses. Un tout petit bébé, en tout cas, sa façon de comprendre ce que je suis en train de dire là, ce concept de fermeture de boucle, ça va être de prendre un jeu devant lui, de proposer une attention, conjointe sur ce jeu-là et de reposer le jeu à sa place. En grandissant, de proposer à l'enfant de nous indiquer où est-ce qu'il l'avait trouvé et puis encore après, peut-être de l'inviter à le remettre quand il a fini bien sûr de l'utiliser. Ça va nous forcer bien sûr à avoir une observation claire parce que il peut tout à fait être possible qu'un enfant amène une voiture dans le coin poupée parce que, pour des raisons d'urgence, dans son jeu, heu, une maman doit accompagner en voiture un enfant, un poupon dans la salle de bain, je ne sais pas. C'est une histoire réelle que je vous raconte, en tout cas vécue en crèche, racontée, par un enfant. Et auquel cas, il n'est pas question de demander à l'enfant d'aller ranger sa voiture. Elle a complètement du sens, là, tout de suite, dans la salle de bain, en tout cas pour cet enfant. Donc c'est pour ça que je dis que ça demande vraiment au professionnel de déguiser son observation. C'est pour ça que c'est pas évident. C'est pour ça aussi qu'il faut pas le tenir comme un objectif avec une atteinte, d'objectif absolu à chaque fois, de fermer toutes les boucles. J'allais dire, c'est impossible. C'est très difficile en tout cas. Mais de poser cette intention. Et quand je regarde un enfant, au fil de ce que je peux accompagner, je vais lui permettre, je vais lui proposer de fermer ses boucles de jeu. Quatrièmement, l'adulte phare, au cœur de l'espace. L'adulte phare, c'est, un concept, déjà évoqué, notamment par, Anne-Marie Fontaine. L'adulte phare, c'est en fait le repère central dans l'environnement. Il ne s'agit pas seulement pour l'adulte de surveiller, mais d'être réellement disponible pour les enfants, à la fois physiquement et psychiquement. C'est pas toujours évident, hein. Moi, ce que je dis souvent en formation, c'est qu'il s'agit là d'être dans son corps. Ça fait un peu bizarre comme ça, mais d'être présent dans l'espace de vie. Parce que en fait, c'est c'est très souvent qu'on se laisse amener par nos pensées, mais ça, l'enfant, il le ressent lorsque nous ne sommes pas là psychiquement. Plusieurs petites astuces pour ça. Positionnez-vous déjà à hauteur d'enfant. Cela va permettre d'instaurer une relation de proximité et de confiance tout en gardant en vue l'ensemble du groupe. Deuxièmement, assurer une présence stable. L'adulte doit être un point de référence. Quand je parle de stabilité, c'est à la fois au niveau des émotions et de l'ancrage physique. C'est ce qui va vraiment permettre de sécuriser les explorations de l'enfant. Troisièmement, un travail en équipe. Mais oui, parce que c'est indispensable de savoir en équipe quels sont les points qu'on a identifiés d'importants à occuper par les adultes phares. L'adulte phare est donc indispensable pour transformer un environnement bien aménagé en un lieu épanouissant pour les enfants. Pour conclure, je voudrais rappeler qu'il est si important de penser l'aménagement en crèche pour plusieurs raisons. Parce qu'un espace bien conçu offre aux enfants des repères, favorise leur autonomie, limite les conflits et soutiennent leur développement global. On l'a vu dans les différents précédents points. Pour les professionnels, c'est aussi un cadre de travail plus structuré, plus clair et donc bien plus agréable au quotidien. Merci d'avoir écouté cette bulle pédagogique dans les petites transmissions. Si ce sujet vous a inspiré, n'hésitez pas à partager avec nous vos retours d'expérience ou vos questions et à le partager autour de vous. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles petites transmissions.